Bienvenue dans un nouvel épisode de Pile ou SaaS, le podcast qui plonge dans les coulisses des success stories du monde SaaS. Je suis Cédric Meignier et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean de Roglaudre, CEO et cofondateur de Collective.work, la plateforme qui révolutionne le freelancing. Alors Jean, c'est un profil atypique, ex-McKinsey, ultra-trailer et qui a commencé l'entrepreneuriat étudiant, notamment en tant qu'organiste. Aujourd'hui, il dirige Collective.work, lancé en 2021 au sein du startup studio Exa. Collective.work, ça cartonne avec des chiffres impressionnants, 500 000 profils freelance au catalogue, des centaines de nouveaux inscrits par jour et 400 nouvelles missions freelance lancées chaque semaine. L'aventure Collective.work, c'est 7 millions d'euros levés auprès de Blossom Capital et surtout un pivot audacieux, on en reparlera en 2024. Ils ont abandonné 95% de leur chiffre d'affaires pour devenir le LinkedIn des freelances avec un modèle sans commission. Un pari risqué qui semble pourtant payer aujourd'hui. Et avant de plonger dans cette conversation, un mot pour vous, dirigeants ou responsables marketing de SaaS. Et si dans 14 jours, vous pouviez faire augmenter significativement le taux de conversion de votre site ? Comment ? C'est hyper simple, une vidéo de 60 secondes sur votre page d'accueil ou landing page, alors pas n'importe laquelle, une vidéo qui explique clairement votre solution et donne envie d'acheter immédiatement. Notre méthode, on analyse votre offre, on rédige le script parfait, on crée des animations en motion design qui claquent. Et on vous livre une vidéo qui convertit tout simplement. Alors si vous êtes prêt à transformer votre site en machine à convertir, demandez votre consultation gratuite maintenant via mon profil LinkedIn et dans 14 jours, vous pourriez avoir la vidéo qui change tout. Maintenant, place à notre invité. Bonjour Jean. Salut Cédric. Eh bien écoute, bienvenue dans Pile ou SaaS. Je te propose qu'on démarre par notre format Speed SaaS. Le principe est simple, je te pose une série de questions à choix binaire et tu réponds instantanément. Prêt ? Prêt. C'est parti. Trail en montagne ou trail urbain ? Trail en montagne. Compétition ou plaisir dans le sport ? Compétition. Orgue classique ou piano jazz ? Orgue classique. Réveil 5h ou coucher 23h ? Les deux, mais réveil 5 heures plutôt. Solo run ou group run ? Plutôt groupe run. Décision rapide ou consensus d'équipe ? Décision très très rapide. Risque calculé ou intuition ? Intuition. Getting things done ou la semaine de 4 heures ? Getting things done. Team 100% remote ou hybride ? Plutôt hybride. Croissance organique ou par acquisition ? Croissance organique. Product-led growth ou sales-led growth ? Product-led growth. Freemium ou free trial ? Freemium. Acquisition payante ou organique ? Organique. France d'abord ou international direct ? Pas facile. France d'abord. Pile ou SaaS ? SaaS. Merci d'être prêté au jeu. Alors, Jean, Polytechnique, HEC, McKinsey, alors sur le papier, tu avais tout pour faire une carrière de consultant. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment déterminant qui t'a fait dire que tu voulais créer ta boîte plutôt que de rester dans le conseil ? Ouais, en fait, ce moment, il a eu lieu un petit peu avant. Et puis, avant toute chose, merci de me recevoir. J'ai justement fait du conseil pour me préparer au monde de l'entrepreneuriat. Avant d'être chez McKinsey, je faisais de l'investissement, du VC, donc les fonds qui investissent dans les startups, chez Kerala Ventures, qui est un fonds français qui a notamment investi au tout début de Doctolib et de Malte, qui est relativement connu. Et j'ai trouvé dans ce fonds des mentors qui ont continué de m'accompagner après mes études. Et au moment où je souhaitais entreprendre en sortant d'école, ils m'ont dit « Tu gagnerais peut-être à t'aguerrir un peu en faisant quelques années chez McKinsey ou BCG ou un cabinet de conseil. » Et c'est précisément ce que je suis allé faire chez McKinsey, une sorte de MBA en stratégie, où on est exposé quand même à pas mal de décisions stratégiques, beaucoup de boulot, beaucoup de réflexion, de travail d'équipe, et j'ai fait un peu plus de 2 ans là-bas, et assez vite, je me suis dit que j'étais prêt pour entreprendre. Très bien. Alors justement, le moment d'entreprendre, tu as créé donc Collective.work au sein de Exa, un studio ex-eFounders en fait. Hein. Et comment cette aventure a commencé et parce que tu n'as pas monté tout seul, hein, comment tu as rencontré tes cofondateurs Vianney et Paul?
Ouais, c'est ça. Alors, Vianney, c'est un ami de prépa. On se connaît depuis de nombreuses années. On était en prépa ensemble de 2011 à 2013. Oui. Et c'est toujours quelqu'un avec qui je me suis vu m'associer. Donc, on a démarré ensemble au sein d'EXA, qui s'appelait effectivement eFounders à l'époque. Et puis, assez vite, on s'est mis en recherche d'un CTO, d'un cofondateur technique, quelqu'un qui maîtrise vraiment l'art du code. Et en fait, avec nos petites mains, on allait contacter des gens sur LinkedIn. On en a rencontré plusieurs centaines, je pense, avant de choisir de vraiment travailler unanimement avec Paul. Des freelances? Non, il était software engineer chez Datadog, qui est une des rares réussites françaises aux États-Unis, qui est une super boîte, voilà, qui forme des super ingénieurs. Et du coup, ça a matché tout de suite, quoi, ce trio. Complètement. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est qu'on a commencé avec un CTO quelques mois avant et pour plein de raisons, finalement, ça ne l'a pas fait. Mais on a su l'identifier de part et d'autre assez vite. Et là, pour le coup, Paul, c'était un match idéal, comme on dit. Et on s'est très vite mis à travailler ensemble et à former les équipes, quoi. Bon, alors, comme je le disais en introduction, tu cours plus de 3000 km par an, hein, c'est énorme. Comment tu articules cette passion intense pour le trail avec les exigences de CEO? Est-ce que ça t'aide, ou est-ce que c'est justement un exutoire, entre guillemets, dans la gestion du stress entrepreneurial? Ouais, c'est un petit peu les deux, hein. C'est une passion et un remède. J'ai une forme d'hyperactivité, j'ai quand même beaucoup besoin de me dépenser. L'entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose d'assez stressant. Et donc, il y a besoin d'avoir des moments où on se défoule un peu. J'ai précisément fait 3500 km l'an dernier, ce qui est pas mal, hein. Il faut sortir au moins 60 bornes toutes les semaines, avec notamment des très très longs trails de plus de 120 km qui m'ont permis de directement faire beaucoup de volume. Et alors, c'est toute une organisation. Moi, les temps de course sont vraiment pas les temps prioritaires. Donc, c'est plutôt, je bouche les trous. Quand j'ai un petit trou, j'y vais. Mais avant ça, j'ai une vie de famille. J'ai eu 2 enfants dans les 2 dernières années. J'ai effectivement une vie d'entreprise qui est quand même assez intense. Et donc, je peux aller courir entre midi et 2, parfois très tôt le matin, moins le soir ces derniers temps. Mais bon, quand on veut, on trouve le temps. Oui, c'est ça. Et puis alors, malgré les nouvelles priorités de ces 2 dernières années avec l'arrivée de tes enfants, j'imagine. Exactement. Alors plus récemment, je me suis rendu compte qu'on pouvait passer des calls en courant, enfin passer des coups de fil. Pas tous les coups de fil, donc ça peut pas être un board ou une discussion commerciale de haut vol, mais un petit call informel pour prendre des nouvelles ou en partager. Ça se fait relativement bien, je trouve, en courant, à un rythme, je précise, mesuré, parce que sans ça, il faut du souffle. Ouais, exactement. Mais c'est un super entraînement de courir en parlant. Donc en fait, soit je pars avec des copains courir et comme ça on se donne des nouvelles. J'ai même parfois je fais des business runs. Donc j'emmène un prospect, un partenaire, et voilà, on court 7-8 km tranquillement et puis après on prend une salade ensemble. C'est original ça. Moi j'ai entendu évidemment le golf ou le paddle aussi. Le paddle, ouais, très sympa. Qui se développe beaucoup, mais le business run, c'est une première. Merci de partager ça avec nous. Ça va peut-être créer des vocations. Ouais. Alors j'ai vu que ton premier business étudiant, ou un des premiers, c'était d'être organiste. Donc voilà, donc tu as un background de musicien. Comment ça s'est passé cette histoire? Comment ça t'a est-ce que d'ailleurs ça t'a donné le goût finalement de l'entrepreneuriat? Ouais, effectivement. C'est une des premières fois où je me suis mis à gagner de l'argent tout seul. Ce qui est un peu une forme d'entrepreneuriat, c'est à travers l'accompagnement de célébrations à l'orgue. En fait, moi, j'ai commencé la musique très jeune. À l'âge de 6 ans, mes parents m'ont inscrit au conservatoire. J'ai fait un peu moins de 10 ans de conservatoire et autant d'années de piano puis d'orgue. J'ai pris des cours d'orgue, c'est quand même assez rare. Oui, parce que l'orgue, la spécificité de l'orgue, c'est qu'on a le clavier aux mains, mais on a aussi le clavier qu'on pilote avec les pieds. On a plusieurs octaves sous les pieds et donc on joue de manière complètement organique. Tout le corps est engagé, les jambes, les bras, la tête. Et en fait, quand quelqu'un sait jouer de l'orgue, comme ça court pas les rues, on lui demande bien souvent d'accompagner un mariage ou une célébration. Et donc au début, j'en faisais comme ça un petit peu pour dépanner. Et puis comme je me rendais compte qu'il y avait une vraie demande dans mon entourage,
j'ai commencé à en faire un petit business étudiant au même titre que certains font du babysitting, etc. Donc, je me suis fait des cartes de visite, un site internet. Je commence à distribuer un peu ça dans le réseau de mes parents, etc. Et puis, mine de rien, j'en vivais assez bien puisque c'est des jours importants pour les gens. Donc, ils sont prêts à payer facilement 100 euros, 200 euros de l'heure. Et donc, voilà, ça m'a permis de financer un peu mon début de vie étudiante, quoi. On va maintenant aller un peu plus dans le détail sur collectif.work. Donc je disais en introduction, c'est 1,5 million de profils maintenant au catalogue, des centaines de missions par semaine. Comment tu expliques ce succès succinctement là? Par exemple, si tu avais un freelance qui vous connaît pas en face de toi. Oui, en fait, nous, on a changé de positionnement en 2024. On a fait 3 ans de plateforme de mise en relation, un peu comme le seraient des entreprises comme Malte, Comet, Crème de la Crème, toutes ces plateformes. On a fait 1 an de cette activité-là. Et puis l'an dernier, on a décidé de basculer sur un modèle de réseau professionnel, réseau social. Donc on se positionne comme le LinkedIn du freelance. On permet d'un côté à un peu plus de 500 000 indépendants de se rendre visibles et disponibles gratuitement. Et on permet de l'autre côté à des recruteurs professionnels de sourcer, contacter et recruter en direct, sans commission, tous les membres du réseau. Et en fait, en basculant sur un modèle de réseau type LinkedIn, on est devenu beaucoup plus viral parce que on ne partage pas uniquement nos missions, mais on partage les missions de près de 6000 sociétés de services, de recruteurs, de sociétés. Et donc, en fait, on expose les freelances à beaucoup plus de missions qu'avant. Ce ne sont pas nos missions, donc ce pas des missions sur lesquelles on gagne de l'argent. Nous, on est vraiment le réseau qui, comme LinkedIn, permet d'orchestrer un petit peu tout ça. Et donc, comme on a un peu plus de 400 missions partagées par semaine, on les expose à plein de freelances sur des job boards publics, sur LinkedIn, etc. On a des inscrits, on a beaucoup d'inscrits. Semaine dernière, je crois qu'en 3 jours, on a eu plus de 10 000 inscrits. Ah oui. 10 000 inscrits en 3 jours. Parce qu'on a mis des nouvelles choses en place, on a commencé à faire de la multidiffusion, donc on diffuse les annonces vraiment partout. Quand tu dis partout, c'est-à-dire ? Sur des réseaux, type des réseaux professionnels de WhatsApp, sur LinkedIn, sur l'APEC, sur des job boards comme France Travail, Jubel. D'accord, ok, donc des relais extérieurs finalement à la plateforme. Exactement. Et ça vous donne une surface, un impact médiatique qui vous fait converger des utilisateurs potentiels. D'accord. Alors votre arme secrète, est-ce qu'on peut dire que Megasearch, c'est un peu votre arme secrète ? Je dirais que Megasearch, c'est ce qui nous a permis de sortir du bois. Ouais. Tu peux expliquer ce que c'est en quelques mots pour nos auditeurs ? Donc c'est l'outil qui permet aux gens qui font appel à des freelances de les identifier très simplement dans une méga search avec plein de paramètres, de l'IA et surtout aucune commission. Donc c'est vraiment l'outil qui permet de trouver un freelance sans la moindre friction. Et c'est ce qui nous a permis d'être... Je dirais que ça a été notre jambe marketing pour être connu, sortir du bois. Maintenant, ce qui fait la viralité de Collective aujourd'hui, c'est aussi la partie annonce, parce que comme il y a plein d'annonces qui sont postées, qui sont véhiculées un petit peu partout, ça participe énormément aux effets de réseau. Donc, plus il y a d'annonces, plus il y a de freelances qui s'inscrivent, plus il y a de freelances qui s'inscrivent, plus ça intéresse les recruteurs, plus ça intéresse les recruteurs, plus il y a d'annonces. Et donc, on rentre dans des dynamiques de cercle vertueux, d'effets de réseau. Oui, il y a une sorte de capillarité en fait qui se déploie. Exactement. Tu mentionnais à nouveau que vous êtes sans commission, là où la plupart des plateformes prennent un pourcentage, je sais pas, ça peut être 10, 20% ou autre. Comment c'est viable économiquement ? Comment vous monétisez alors ? LinkedIn ne prend pas de commission et pourtant c'est une boîte qui vaut plus de 40 milliards. En fait, c'est tout l'enjeu d'un business comme LinkedIn, c'est le volume. C'est d'avoir le maximum de talents et de recruteurs et de monétiser des abonnements des deux côtés. Donc il y a un abonnement que tout le monde connaît, c'est le LinkedIn Premium. D'ailleurs, on sait jamais trop pourquoi on l'a, mais on paye tous un petit billet à LinkedIn. On est probablement des centaines de millions, si c'est pas des milliards, à payer ce petit abonnement. Et puis de l'autre côté, il y a un abonnement qui est très coûteux, c'est LinkedIn Recruteur. C'est des gens qui ont régulièrement besoin de solliciter des talents, donc plutôt des cabinets de recrutement, des sociétés de services ou des grands comptes,
qui payent des ponts d'or à LinkedIn pour avoir un outil de recherche beaucoup plus puissant et avoir plus de fils, plus de crédits de recherche, plus de données. C'est devenu un levier central, en fait, pour une boîte de recrutement, finalement. Exactement. Et nous, de la même manière, on prend jamais de commission sur la rencontre d'un talent freelance et d'un porteur de projet. On monétise pas encore d'abonnement côté freelance, on n'a pas vocation à le faire encore. Par contre, on monétise déjà un abonnement côté recruteur, à savoir des gens qui ont régulièrement besoin de faire appel à des freelances. Et aujourd'hui, on a déjà plusieurs centaines de clients qui nous payent un abonnement annuel ou mensuel pour accéder à un outil de recherche plus puissant. J'ai remarqué que vous aviez dépriorisé l'aspect du travail en collectif, du travail en équipe des freelances. Hein. Vous avez gommé un petit peu ça du modèle. Est-ce que parmi les innovations ou la technologie que vous avez développée, que vous avez mis en place, est-ce qu'il y en a une dont vous êtes les plus fiers chez Collective ? Oui, et c'est à la fois, on est fiers et à la fois chagrinés. C'est la fonctionnalité qui a fait toute l'originalité du projet Collective, et c'est un truc qui n'existe que chez nous dans le monde entier, je crois. C'est la possibilité pour une équipe de freelance de faire un devis commun, une facture commune, et de gérer, d'administrer un paiement commun. C'était l'ADN de Collective, c'était se dire, on va permettre à des centaines de milliers, des millions de freelance de former des petites équipes, des squads, des collectifs, des teams, pour proposer une alternative aux agences et aux sociétés de services traditionnelles. De fait, on permettait au début de Collective à des freelance de former ces équipes et de les opérer comme des mini-ESN, des mini-sociétés de services, avec tout cet outillage autour du paiement et de la facturation. L'idée était absolument géniale, je crois. De mon point de vue, c'était vraiment incroyable. Se dire, on va proposer une troisième voie entre le freelance à l'unité et les entreprises structurées, et on va vraiment outiller ça de la meilleure manière. On a eu un démarrage fracassant, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a levé 7 millions d'euros, alors même qu'on était une boîte de 4 personnes et qu'on faisait quasiment pas de revenus, parce que l'idée était géniale et il y avait beaucoup de potentiel. Et néanmoins, on a eu le retour de bâton, le retour de marché, qui consiste à dire, c'est une super idée, mais la notion de collectif, c'est très, très, très dur à faire marcher dans la réalité. Et ça, on a eu plein de frictions. Mais à faire marcher, tu veux dire techniquement ou simplement vous étiez trop en avance toutes les dimensions. Parce que Jean, ça me semble être quand même quelque chose de même pas de futuriste, mais quelque chose de. Tu parles d'une troisième voie. Ça peut à la fois rassembler des compétences high level avec en même temps une agilité. Donc moi, ça me paraît être une nouvelle proposition sur le marché. Ça l'était et ça l'est toujours, et c'est pour ça qu'on avait les freelance venaient toquer au carreau, ils s'invitaient entre eux, donc le truc était hyper viral, parce qu'un freelance convaincu du modèle, il créait 1, 2, 3, 4, 5 équipes, on pouvait évidemment initier plusieurs collectifs, il invitait 20 copains, les copains eux-mêmes créaient des équipes, et en quelques semaines, on avait déjà des milliers de gens. Et de l'autre côté, quand on disait aux entreprises, regardez, on vous crée la troisième voie, le meilleur des mondes entre l'agence traditionnelle et le freelancing à l'unité, il y avait un intérêt qui était évident. Et donc, ils venaient tous demander des collectifs, etc. Et en fait, c'est dans l'opérationnalisation de tout ça qu'on a eu plein de problèmes. On a eu des problèmes juridiques, c'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément de modèle juridique parfaitement clean, de juridique et légal, de cadre légal pour opérer ça. On a eu des contraintes de marché. C'est-à-dire qu'on a eu tout de suite beaucoup d'adoption chez les petites et moyennes entreprises, les startups. Dans les grands comptes, ça ne marchait pas, on n'arrivait pas à faire marcher ce truc-là. Et en fait, quand on a des ambitions de croissance comme on en avait, les grands comptes, on peut pas s'en passer parce que c'est 90% du marché. Ah oui. 90% de la demande d'externalisation émane des grands comptes. Donc on avait des barrières de marché. Ensuite, on avait des barrières opérationnelles, c'est que les gens formaient des équipes et lançaient des projets, mais c'était très dur ensuite de pérenniser les collectifs parce que il y en a un qui a une proposition ailleurs, il s'en va, du coup le collectif est brisé. Il y en a un qui est un peu moins bien payé, du coup il est pas content, il s'en va. Et donc on avait pas mal de problèmes, de frictions, tout ça pour dire que il peut y avoir des idées géniales, mais
la force du marché, c'est de ramener un petit peu les bonnes idées à la réalité, quoi. Voilà, c'est ça. Ben, donc en 2024, vous avez fait un pivot majeur, hein, il me semble que c'était en 2024. Exactement. C'est le pivot à 7 millions. Ouais, c'est ça. Donc vous avez abandonné 95% de votre chiffre d'affaires, l'activité service, pour vous concentrer sur le SaaS pur, finalement. Exactement. Comment on prend une décision pareille? Déjà, on la prend pas tout seul. Moi, c'est une décision qu'on a prise avec nos associés. On se fait aider de nos actionnaires, de notre entourage, de d'autres amis entrepreneurs. Et ensuite, on exécute. Et là, c'est dur parce qu'il faut licencier massivement, beaucoup licencier. Il faut réorganiser. Il faut retrouver une nouvelle source d'énergie. C'est-à-dire que quand on fait du service, on a un objectif en tête, aller signer la BNP, Generali et Coface. Quand on fait du produit, on fait plus du tout la même chose. On vend plus du tout aux mêmes personnes. On vend pas de la même manière. Et donc, il y a une source d'énergie à recréer. Il y a beaucoup de choses à changer. L'année 2024, ça a été un peu une traversée du désert, au moins les 6 premiers mois. Il y a eu beaucoup de fatigue, beaucoup de remise en question. Et puis sans doute que oui, c'est plus facile de recruter des gens que de les virer, en quelque Exactement, sorte. oui. Je veux dire émotionnellement, psychologiquement. C'est pas anodin, quoi. Et puis le propre d'un pivot, c'est de changer de métier, de changer complètement d'activité. Et nous, en l'occurrence, on est passé d'un modèle de marketplace, un modèle essentiellement de service à un modèle SaaS. Donc là, maintenant, on vend de la licence, on vend du software as a service. Faut se dire qu'en septembre dernier, on n'avait qu'un seul client. Ah oui. Donc c'est assez récent. Et puis en fait, entre septembre et janvier, les choses étaient encore dures, c'est-à-dire qu'il fallait beaucoup batailler pour signer. Puis on a eu des petits signaux fin décembre, début janvier. Fin décembre, on avait une trentaine de clients, et puis en janvier, on a quasiment doublé le nombre de clients en un mois. Et puis entre mars et aujourd'hui, il y a eu une très nette accélération, et c'est là que les choses ont commencé à bien se passer. Donc sur le dernier trimestre, en fait, ça se concrétise, ça s'accélère, quoi. C'est ça. Ça devait être les montagnes russes, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a des réactions inattendues de l'équipe qui te sont apparues? Et puis, en parallèle de ça, là, tu viens de mentionner vraiment un changement complet, en fait, de positionnement. Comment on communique avec ses investisseurs quand on fait ça? Alors, sur la partie équipe, les réactions de l'équipe, les gens qu'on a fait partir étaient quand même plutôt compatissants et ont eu un regard plutôt positif sur la situation, et je les en remercie. Quand on rejoint une startup, je pense qu'on sait que les choses peuvent changer du jour au lendemain, que les boîtes pivotent beaucoup, changent beaucoup de modèles. Et donc ça, le propos a été quand même plutôt bien reçu. Les gens qui sont restés se sont véritablement révélés, passer d'une équipe d'un peu moins de 40 personnes à une équipe de 10 très serrée. Tout le monde à fond, tout le monde plein de casquettes. On se retrouve à faire tous les métiers. Le marketing, les sales, les partenariats, le produit, tout le monde participe. Et donc là, on a vraiment des gens qui se sont mis à être vraiment excellents. Et donc ça a été très agréable. Et ensuite, pour communiquer au sein de l'équipe et auprès des investisseurs, en fait, c'est un petit peu la même chose. C'est les parties prenantes du projet. Les investisseurs, ils ont plutôt du capital, et les équipes investissent plutôt du temps de travail via un salaire, même s'ils ont un tout petit peu de capital aussi. En fait, en temps de pivot, il faut communiquer des petites victoires. Il faut découper des petits objectifs, aller chercher des petites victoires. Séquencer. Exactement. Recréer un peu la cadence dont a besoin une startup, l'esprit un peu de frontière, de conquête. Et ça se fait avec les petites victoires. Et qu'on célèbre pas des millions d'euros de revenus parce que on partait de zéro, mais on va chercher un premier client, 2, 5, 10. Ouais, les petits pas. Voilà, petits pas, voilà. Un grand pas n'est jamais plus qu'une somme de petits pas. C'est ça. Bon, on va parler un tout petit peu de marketing parce que c'est aussi un peu mon dada. Mais quels sont vos canaux d'acquisition les plus performants qui sont venus nourrir cette croissance-là? C'est une question pas simple parce qu'on est encore biface, donc on a encore des recruteurs et des freelances. Le moteur central reste la production de contenu LinkedIn, ce que j'appelle un petit peu l'acquisition organique, stimuler le bouche à oreille, véhiculer la brand, etc. Côté freelance plus spécifiquement, c'est quand même très PLG, c'est-à-dire que c'est le fait d'avoir des missions
bien diffusé un peu partout qui attire les freelances. Les freelances s'attirent entre eux, les missions attirent les freelances, les recruteurs attirent les freelances. Donc, il y a quand même une grosse partie qui est très PLG sur la partie freelance. On fait pas trop d'opérations ciblées d'acquisition de freelance, sauf sur des régions spécifiques. Par exemple, on a ouvert la Belgique il y a quelques mois. On a un peu plus de 15 000 freelance aujourd'hui. Là, on a dû diligenter des opérations spécifiques, marketing, on a fait un city launch, etc. Et pour la partie recruteur, là, on a une palette de canaux d'acquisition qui est un petit peu protéiforme. On fait un peu de tout, hein. On fait du cold call, on fait de l'intent based marketing, donc travailler les signaux d'intention de nos prospects pour les contacter. Typiquement, quand quelqu'un a un besoin de freelance, un besoin de recrutement et l'exprime quelque part, nous, on enregistre ça comme un signal, et on va essayer de le contacter. Donc ça, on fait beaucoup on appelle ça du signaling, du signal. Vous avez des radars bien établis. Exactement. Et voilà, dès que ça bip, vous y allez, quoi. Donc là, il y a quand même tout un travail parce qu'on parle beaucoup de AI, etc. Mais là, il y a un travail aussi humain derrière ce genre de process. Alors, on automatise pas mal de choses, mais oui, il y a de l'humain à 100%. Hein. Après, voilà, on a le freemium premium qui est une stratégie d'activation où les gens arrivent dans un freemium, ils voient qu'il y a une app premium bien mieux et ils s'intéressent du coup à aller plus loin. On a même mis le paiement dans l'application, donc il y a des gens qui payent dans l'application pour devenir premium. Donc c'est très 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 enthousiasmant hein, de découvrir un nouveau client par ce biais-là. Et après, on a testé tout plein de choses, des programmes d'apport d'affaires. Donc, il y a un recruteur qui nous amène un autre recruteur, on l'intéresse sur de la marge. On a vraiment testé pas mal de choses. Tu viens de mentionner le lancement en Belgique. Pourquoi ce marché en premier après la France? Et comment vous adaptez votre approche selon les marchés? J'avoue que ça a été un petit peu opportuniste en ce qui concerne la Belgique et le Luxembourg qu'on traite un petit peu dans une même région. Alors, il se trouve qu'il y a une partie de mon actionnariat qui vient de Belgique. J'avais fait des opérations de com avec la Belgique avant notre pivot, avec un média comme La Libre, par exemple, ou LN24. Ouais. Et donc, j'avais un petit peu un réseau de communicants aussi. On voyait des freelances s'inscrire à Bruxelles. Et on voyait de l'autre côté des recruteurs tirer un peu la ficelle et jouer avec la méga search. Du coup, on s'est dit, enfonçons un peu le clou. Et on a fait des opérations dans ce sens. Pour l'instant, on a un petit peu plus de clients au Luxembourg qu'en Belgique, mais on commence à avoir des clients en Belge. La petite complexité avec la Belgique, c'est que, de ce que je comprends, elle est 2 tiers flamande, 1 tiers francophone à peu près. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette différence de performance économique entre guillemets, quoi. On sait qu'il y a plus de moyens maintenant du côté flamand. Commencer à déceler d'autres signaux en provenance d'autres pays. Ouais, on a l'Espagne, on a fait un gros travail sur l'Espagne. Et après, le reste, c'est plutôt c'est organique. On laisse les choses se faire et on voit comment ça se passe. On voit comment ça se passe. Par la force des choses, on a déjà pas mal de signaux et d'adoption en Afrique du Nord et en Europe de l'Est. On a quelques clients aussi en Angleterre. Vous avez un modèle freemium hein, finalement, comme le mastodonte LinkedIn. Exactement. C'est ce qui fait le gros de notre acquisition. C'est l'app freemium qui permet de toucher n'importe qui en fait. Justement, moi, ça m'intéressait. Enfin, je ne sais pas si tu as ce chiffre en tête, mais le taux de conversion du gratuit vers le payant, tu as une notion à partager? On est à peu près au 10%. Il y a des benchmarks LinkedIn serait le meilleur benchmark, mais on connaît pas bien. Et puis les populations de LinkedIn sont pas exactement les mêmes. Et puis ils ont d'autres galaxies d'abonnements. Ils ont Sales Navigator. Donc c'est difficile de se benchmarker. Par exemple, à un moment, on avait une app premium qui était d'un peu trop bonne qualité. On donnait un petit peu trop de choses dans l'app gratuite, et donc on l'a volontairement un petit peu affaibli, un petit peu pénalisé. Et là, on s'est rendu compte que le taux de conversion s'améliore un petit peu. Le problème, c'est que si on pénalise trop l'app freemium, on aura moins d'entrants en amont, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment un positionnement de curseur à tester, Exactement. quoi. C'est un investissement en fait. Le freemium, c'est un investissement dans notre croissance future, et donc nous, on trouve ça intéressant de la garder. Et c'est vrai que parfois, on voit le nombre de gens qui utilisent beaucoup la premium, c'est presque un peu rageant. On se dit que
Si on la coupait là demain, on ferait d'un seul coup plein de clients. Ouais, mais ce serait peut-être un one shot. Et exactement. Bon, on a évoqué un peu là précédemment comment évolue finalement le monde du travail et plus précisément le positionnement du freelancing. On est en 2025, à l'horizon 2030 par exemple. Selon toi, comment le marché du freelancing aura évolué? Tu as déjà des projections comme ça un peu en tête? Moi, j'ai des intuitions assez fortes pour le coup. Je pense qu'on va passer d'une ère du freelance à une ère de l'hyper-freelance. Je vais expliquer un petit peu. Que globalement, de 2010 à 2020 et quelques, la révolution du freelancing est plutôt une révolution du statut de travail. Donc, on n'est plus la véritable propriété de son entreprise, mais on est indépendant et on facture différemment. Mais après tout, le freelance en mission long terme chez un client, il a un petit peu le même quotidien qu'un salarié. C'est juste qu'il est indépendant vis-à-vis de son employeur, donc se pose des questions notamment sur la subordination, le lien d'autorité, ce genre de choses. De plus en plus, on voit ce que j'appelle des hyper-freelance, qui sont des gens qui n'ont plus vraiment un rôle de salarié dans l'entreprise, mais qui ont un rôle d'entrepreneur, qui vont avoir plusieurs missions en même temps, qui vont ne pas uniquement vivre de leur mission, mais aussi de leur communauté, de leur audience, qui vont construire parfois des petits produits en marge de leur mission, qui vont fédérer des communautés d'apport d'affaires, valoriser leur réseau de telle ou telle manière, qui vont faire un podcast, qui vont faire une newsletter, qui vont, etc., etc. On les appelle les solopreneurs, les infopreneurs, on les appelle il y a plein de noms pour ça, hein, les indie hackers, il y a plein de noms. Et en fait, moi, mon sentiment, c'est que il va y avoir de plus en plus de techno fine, d'expertise fine, notamment avec l'IA. Pour moi, l'IA va à la limite détruire du travail, mais elle ne détruira jamais de l'expertise, parce que les gens seront toujours plus experts, toujours plus spécifiques dans leur manière de travailler et de se valoriser. Et donc, moi, j'imagine assez bien qu'à terme, les entreprises sont peut-être plus resserrées en nombre de salariés, mais gravitent autour des entreprises beaucoup plus d'expertise, un peu polymorphes. On va passer d'un monde, pour moi, un peu big team, small communities à small team, big communities. Ça résume bien les choses. Là, tu as évoqué l'IA, justement. Moi, j'avais une question par rapport à ça. C'est tu as commencé déjà à y répondre finalement, parce que ça transforme le travail, évidemment. Mais en ce qui concerne le freelancing, tu vois ça plus comme une menace ou une opportunité? Moi, je vois ça toujours comme une opportunité. Parce que ce qui va créer de la productivité générera des richesses futures qui créeront de l'emploi d'une manière ou d'une autre. Je crois pas mal quand même à la théorie de la destruction créatrice, qu'une innovation peut détruire, mais ses fruits compensent plus la destruction. À court terme, j'ai conscience que l'impact peut être perçu comme négatif. Il y a quand même beaucoup de professions, notamment en freelance, que les entreprises prétendent pouvoir faire maintenant avec de l'IA. Oui, moi j'ai vu beaucoup, genre copywriter. Exactement, voilà, création de contenu, traduction, création de contenu visuel, ce genre de choses. Oui, ce serait se mettre un doigt dans l'œil que de dire que l'IA n'a pas d'impact et n'aura pas d'impact. Néanmoins, moi je crois assez bien que comme on traduira à moindre coût avec l'IA, peut-être qu'on traduira beaucoup plus, et du coup il faudra les entreprises iront direct beaucoup plus vite à l'international, et du coup il faudra lancer des projets d'expansion plus rapidement, et du coup il faudra des gens qui s'occupent un petit peu de la stratégie d'expansion. En fait, j'ai l'impression que les possibilités que vont offrir l'IA créeront aussi des nouveaux projets et donc des nouvelles opportunités de collaboration. Ça va être une sorte de mutation. Exactement. J'ai une question par rapport à la solitude du freelance, justement. Alors, la plateforme que vous proposez, déjà, ça règle une partie, la partie commerciale, on va dire. Ça permet d'accélérer ou d'accroître son activité pour un freelance. Comment vous vous attaquez concrètement à ce problème de solitude du freelance? Aujourd'hui, nous, l'esprit du pivot a été de dire aussi qu'on passe d'un mode collectif à un mode collaboratif. Collaborer pour un freelance, c'est pas uniquement former une team, une squad ou un collectif, comme ce qui était un petit peu notre thèse avant de pivoter, mais c'est aussi développer son réseau, faire de l'apport d'affaires, trouver un camarade, un partenaire pour du coworking, avoir un mentor, faire de la veille, etc. Et en fait, nous, l'idée, c'est un peu de se dire,
on passe d'un outil pour créer des équipes à un outil pour développer son réseau. Et du coup, les indépendants chez Collective, ils ont la possibilité de connecter avec d'autres membres. Donc, on peut ajouter d'autres gens, suivre d'autres gens. On peut créer des petits channels, un peu comme sur Slack. Donc, je sais pas, les gens avec lesquels je fais du coworking en semaine, je peux communiquer avec eux, leur partager des choses, etc. L'idée, c'est de dire qu'on passe d'une logique collective à une logique plutôt collaborative. J'ai vu dans une interview aussi qu'en parallèle de de gérer une boîte comme Collective.works, qui est déjà, à mon avis, assez chronophage, que tu te dégageais quand même un peu de temps de freelancing sur le côté, plus ta passion pour le trail. Et c'est pas les sorties, c'est pas une sortie de 10 minutes quoi. Quand tu sors, c'est quand même, ça prend quelques heures. Donc là, on a l'impression d'avoir un octopus qui fait 10 000 choses. Donc j'imagine qu'il y a quand même une notion de gestion du temps. Est-ce que tu as des petits tips à partager avec des entrepreneurs aussi qui seraient peut-être avec cette envie d'activité, éventuellement des rituels qui t'aident ou de partager un peu cette approche-là? Oui, en réalité, il y a quand même pas mal de ponts entre de dénominateurs communs, de liens entre tout ce que je fais. Par exemple, quand je fais un petit peu une petite mission par-ci par-là, c'est que c'est dans l'écosystème collectif et donc ça m'aide à approfondir mes relations avec un prospect, un partenaire ou que sais-je. Quand je vais courir, comme je le disais, je suis capable de faire un call ou deux. Et puis je sais que quand je fais pas un call ou deux, c'est des moments où j'ai des idées qui viennent aussi, des idées de posts, des idées d'initiatives à lancer. Je fais un petit peu d'investissement sur le côté, mais c'est aussi pour avoir des idées, c'est pour voir d'autres entreprises, pour m'acculturer potentiellement auprès d'autres entrepreneurs. En fait, tout quelque part rend service à la pièce centrale qui est collective. On arrive au terme de cet échange. Est-ce qu'il y a, au-delà de Collective.work que tu viens de décrire comme vraiment le point central allez, on peut dire ta vie professionnelle, mais pas que. Est-ce que tu as un rêve entrepreneurial ou un projet qui te fait vibrer, peut-être à horizon plus ou moins lointain, pardon? Moi, ce qui me fait rêver, c'est que le pivot atteigne son objectif, qu'on arrive vraiment à proposer une alternative à LinkedIn sur la partie freelancing. Et donc ça veut dire, si j'extrapole, être présent dans tous les pays où il y a du monde, où il y a des freelances. Ça veut dire, potentiellement tous les freelances du monde sont sur Collective. Moi, ce serait un peu un rêve, mais comme disait Anatole France, il faut rêver trop haut pour ne pas réaliser trop bas. Et donc moi ça a toujours été un peu ma manière d'entreprendre, c'est de viser les étoiles pour peut-être atteindre la lune. C'était Oscar Wilde, ça, c'est ça? Il me semble, ouais. C'est une bonne conclusion finalement à cet échange. Merci beaucoup Jean d'avoir partagé cette expérience, les moments un peu moins joyeux et les rebonds, parce que tout ça fait partie d'une vie, d'une entreprise et d'une équipe qui est autour. Donc merci beaucoup. Pour nos auditeurs, merci pour votre écoute et votre fidélité de ce format Pile ou Ça. Surtout partagez cet épisode, parce que si cette conversation vous a plu, vous pouvez l'envoyer à 2 ou plusieurs contacts qui pourraient être intéressés par l'univers ça. C'est pourquoi pas un freelance ou quelqu'un qui veut se lancer dans le freelancing. Et plus nous serons nombreux à échanger sur ces sujets, plus nous ferons progresser l'écosystème SaaS. On se retrouve rapidement pour un nouvel épisode de Pile ou Ça. D'ici là, continuez de construire, d'innover, de partager. Salut!